Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce 28 avril. Le père incestueux de 73 ans qui a séquestré sa fille pendant 24 ans dans sa cave en Autriche a reconnu l'avoir violée depuis l'âge de 11 ans, donnant naissance à 7 enfants. 3 d'entre eux ont vécu enfermés dans le sous-sol. 3 autres ont été adoptés par les parents. À mes yeux, près de Lyon, un collégien a blessé 3 de ses camarades, dont l'un grièvement au thorax. L'auteur, âgé de 15 ans, a lui aussi été hospitalisé car il présentait au poignet de graves blessures. Le dossier des retraites en discussion aujourd'hui au ministère du Travail. Xavier Bertrand a reçu tous les responsables des grandes centrales syndicales. Une concertation et non une négociation. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, est l'invité de ce journal. Nicolas Sarkozy en visite en Tunisie pour une visite d'État de 48 heures, accompagné de son épouse Carla. Le président doit parler coopération économique, mais aussi droits de l'homme. La 22e nuit des Molières, c'est ce soir après le journal, en direct sur France 2. Nous retrouverons tout à l'heure aux Folies Bergères Barbara Schulz et Clovis Cornelia qui présideront cette cérémonie animée par Karine Le Marchand. Il a enfin avoué, le père d'Elisabeth Fritzl, âgé aujourd'hui de 42 ans. Il l'a enfermée dans le sous-sol de la maison familiale à l'âge de 18 ans, affirmant à son épouse que leur fille avait fugué. Le père incestueux a reconnu la naissance dans cette cave de 7 enfants, dont 3 n'ont jamais vu la lumière du jour ni reçu aucune éducation. L'épouse aurait tout ignoré du sort de sa fille. Cette affaire glace d'horreur toute l'Autriche. Loïc Delamordé. Plus si l'on doit l'appeler un père ou un grand-père, Joseph Fritzl, 73 ans, est au moins un tortionnaire présumé. Derrière ces murs, dans les sous-sols, c'est bien une incroyable prison qu'il a patiemment construite pour y enfermer sa propre fille Elisabeth pendant 24 ans. Il y avait une porte électronique en béton armé. Nous avons entré plusieurs codes et la porte s'est ouverte facilement. Derrière, il y avait un couloir étroit qui conduisait à plusieurs pièces. C'était une vraie prison souterraine. Il y avait des chambres à coucher avec des lits, un réchaud de cuisine et des sanitaires avec des toilettes et une douche. Joseph Fritzl, marié à Rosemary, aurait commencé à violer sa fille Elisabeth dès l'âge de 11 ans. Plus tard, Elisabeth aura 7 enfants de cette union incestueuse. Le père enferme Elisabeth dans les sous-sols de la maison. Elle accouche successivement de 4 premiers enfants. L'un décédera peu de temps après la naissance. Joseph Fritzl a avoué avoir brûlé le corps dans la chaudière. Avec leur mère, ces 3 enfants non scolarisés n'ont jamais vu la lumière du jour. Aujourd'hui, les voisins sont abasourdis. Ils ont été retenus prisonniers dans leur propre maison et personne en 24 ans ne s'en est rendu compte. C'est pas possible. C'est que Joseph Fritzl a réussi à convaincre non seulement les voisins, mais aussi sa propre femme que leur fille Elisabeth a fugué. En réalité, Elisabeth accouche de 3 nouveaux enfants. Le père prétend alors qu'il les a retrouvés sur son palier de porte, accompagnés d'une lettre d'Elisabeth qui les aurait soi-disant abandonnés. Le couple Fritz les adopte. Ces 3 enfants mèneront une vie un peu plus normale, sans savoir que le reste de la famille est enfermé sous leurs pieds. Sa grand-mère lui disait toujours qu'elle ne devait pas avoir trop de contact avec les autres adolescents. À la gymnastique, elle était toujours à part. L'affaire a éclaté quand l'une des filles enfermées, victime d'une grave maladie, a dû être conduite à l'hôpital. Le sous-préfet a défendu les services sociaux de la région, indiquant qu'a priori même l'épouse du tortionnaire n'avait rien vu dans sa propre maison. Les autorités ont révélé qu'après ce cauchemar, Elisabeth, âgée de 42 ans, en faisait aujourd'hui 20 de plus. Et nous retrouvons en direct d'Amstetten Jérôme Bonnier. Alors Jérôme, comment en effet le voisinage a pu ignorer, la famille a pu ignorer une telle tragédie et comment le pays réagit à ce qui se présente comme une sorte de nouvelle affaire Natacha Kampusch, en pire encore? Oui, effectivement, Françoise, la presse ici évoque l'affaire Kampusch il y a moins de 2 ans, mais tout en disant qu'on atteint un autre degré d'horreur, car Elisabeth Fritzl a été séquestrée pendant 24 ans, 3 fois plus longtemps que Natacha Kampusch, juste de l'autre côté de cette rue. Ce qui effraie effectivement les Autrichiens, c'est comment dans leur beau village, on peut ne pas savoir du tout ce qui se passe chez le voisin. Alors, vous savez, Natacha Kampusch sortait quelquefois avec son kidnappeur, elle faisait des signes, mais en craignant des représailles, ce qui fait que personne n'a répondu à ces signes. Et aujourd'hui, ici, à Amstetten, les services sociaux se sont rendus plusieurs fois dans cette maison. Pourquoi ? Eh bien,
parce que Madame Fritzl, la femme de l'auteur, élevait les 3 enfants qui avaient été libérés, vous savez, l'un après l'autre, et dont son mari disait qu'ils avaient été remis devant la maison par leur fille fugueuse. Donc, pour suivre comment elle s'occupait de ces enfants, les services sociaux sont venus plusieurs fois ici et ils n'ont rien remarqué. Quand on s'en étonne, ils rétorquent effectivement que Madame Fritzl elle-même, n'ayant rien vu alors qu'elle habitait dans la maison, comment est-ce qu'eux auraient pu remarquer quelque chose? Merci Jérôme pour ces explications et pardon, nous avons eu quelques difficultés et quelques coupures de faisceau. En France, c'est dans un collège sans histoire de la banlieue de Lyon à Mézieux qu'une agression inexpliquée s'est produite. Un élève de 3e a blessé 3 collégiens, 2 garçons et une jeune fille. L'un d'eux est très grièvement blessé. L'agresseur est rentré successivement dans 2 classes pour s'attaquer aux autres jeunes. Benoît Gadret et Philippe Évêque. Le traumatisme des élèves, témoin d'une scène d'une extrême violence. Tout s'est passé en quelques secondes dans une classe de 3e d'un collège sans histoire. À l'aide d'un couteau, Philippe, 15 ans, a subitement agressé ses camarades. Il s'est levé, demander à une fille de ma classe si elle croyait en Dieu. Elle a dit non et il est arrivé, il l'a entaillé dans le cou. Et après il commence à mettre des coups de couteau à l'autre, il le mettait par terre, il lui mettait des coups, l'autre il disait arrête, arrête. Après j'ai vu, moi je l'ai pris, je l'ai jeté, je l'ai poussé quoi, pour qu'il arrête de lui mettre des coups. Il a arrêté tout le monde, il est parti après je sais pas. 3 élèves ont été blessés, dont un très sérieusement. Un garçon dont le poumon a été perforé. Pour lui, le pronostic vital est engagé. Les victimes étaient, semble-t-il, ciblées. Par le passé, Philippe avait fait part de ses intentions. On savait, il voulait planter des gens et tout ça, enfin il voulait tuer des gens, et on pensait pas que c'était sérieux quoi. Comment ça, on le savait? Et il disait à tout le monde qu'il faisait des listes, qui c'est qu'il aimait pas et tout ça, il voulait tuer tout le monde, tous les gens qu'il aimait pas du collège, voilà. L'adolescent avait sur lui 4 couteaux. Il a été interpellé dans la rue, les bras en sang, peut-être une tentative de suicide. Ses camarades décrivent un être solitaire, affecté par le décès de son père, adepte du gothique et hanté par l'idée de mort. Vous avez des jeunes qui sont dans l'incapacité de se déprimer, c'est-à-dire de manifester ou d'exprimer par la parole leur souffrance, et pour lequel le passage à l'acte apparaît du coup la seule solution. Le ministre de l'Éducation s'est rendu dans le collège où une cellule psychologique a été mise en place. En Charente-Maritime, près de la plage de la Palmyre, une fillette de 6 ans a été kidnappée devant toute sa famille. C'était en début d'après-midi. Aussitôt, le plan épervier a été déclenché et la fillette a été libérée 1 heure plus tard. L'homme qui l'avait kidnappée a été placé en garde à vue. Rude journée pour Xavier Bertrand aujourd'hui, qui a exposé aux différents responsables syndicaux la réforme qu'il envisage pour les retraites. Peu de réactions favorables à l'issue de ces différentes rencontres. Le gouvernement insiste sur l'augmentation de la durée de cotisation à 41 ans. Les syndicats, eux, sur la pénibilité de l'emploi et l'emploi des seniors. Séverine Lebrun et Daniel Petit-Cueno. Dès 7 h du matin, un va-et-vient incessant au ministère du Travail. Valse des portes, poignées de mains à la chaîne. Le sourire est de rigueur, mais les discussions tendues. Le dossier qui fâche, c'est la durée de cotisation. De 40 ans aujourd'hui, elle passerait progressivement à 41 ans en 2012. Pour la plupart des syndicats, ça va beaucoup trop vite. Il faudra à l'avenir, pour les salariés, travailler plus longtemps et pour gagner moins. On verra bien en fonction des décisions finales, mais pour le moment, il semble que le gouvernement n'est pas prêt à changer beaucoup de choses dans ses propositions. Sur ce point, au contraire, les entreprises auraient aimé aller plus loin. Quant à elles, elles devront engager des négociations sur l'emploi des seniors, sinon des sanctions financières sont envisagées, mais pas avant 2010. Et c'est bien là ce qui irrite tous les syndicats. À partir du moment où il n'y a pas de sanction immédiate pour les entreprises par rapport à l'emploi des seniors, on leur laisse 2 ans en gros, quoi. Pour s'adapter, c'est ça que ça signifie. Et pourquoi on ne laisse pas un délai minimal pour reposer le problème de la durée de cotisation, par exemple? Contrepartie pour les salariés, une augmentation des retraites au 1er septembre prochain. Pas de pensions inférieures à 85% du SMIC et une augmentation de la pension de réversion versée dans le cas du décès d'un conjoint. Une bien maigre consolation pour la plupart des syndicats qui appellent déjà à une mobilisation dans les semaines à venir. Premier tour de chauffe dès jeudi pour les manifestations du 1er mai. La réforme des retraites a déjà été largement négociée dans les autres pays de l'Union européenne ou un peu partout. L'âge de la retraite est passé à 65 ans. Tour d'horizon avec Yves Gincarme. En France, le taux d'emploi des seniors, les 55-64 ans, est bas, 38,1%. Bien inférieur à la moyenne européenne, 43,6%.
Pré-retraite, retraite anticipée, chômeurs dispensés de recherche d'emploi. Longtemps, pour lutter contre le chômage, pouvoirs publics et entreprises ont incité les seniors à cesser de travailler. Conséquence, aujourd'hui, les salariés français sont les premiers Européens à sortir du marché du travail à 58 ans et 9 mois. Pour les Allemands, cette sortie s'effectue à plus de 61 ans, pour les Espagnols 62 ans, pour les Britanniques plus de 63 ans. Enfin, les Suédois cessent eux de travailler à presque 64 ans, le record européen. Ultime précision, dans tous ces pays, l'âge légal de départ à la retraite est de 65 ans. Chez nous, il est fixé à 60 ans. On va justement y revenir. Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Alors, cotiser plus longtemps, jusqu'à 41 ans, est-ce que c'est vraiment la solution efficace? Et au fond, est-ce que les syndicats n'ont pas raison quand ils disent que seuls les salariés sont mis à contribution? En matière de retraite, il y a 3 solutions. Soit vous acceptez que les pensions de retraite baissent et personne n'en veut. Pour garantir le pouvoir d'achat, il n'est pas question de baisser les pensions. Soit vous cotisez davantage pour les retraites. Si ce sont les entreprises qui cotisent davantage, c'est mauvais pour leur compétitivité et donc pour l'emploi des Français. Si ce sont les salariés qui cotisent davantage, c'est mauvais pour leur pouvoir d'achat. Donc l'autre solution, c'est que si l'on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps, comme on l'a fait dans les différents pays européens, vous venez de le rappeler. Et puis surtout maintenant, quand vous partez à la retraite, vous avez encore 22 ans d'espérance de vie. Ce qui montre bien d'ailleurs que c'est le vieillissement de la population. Justement, n'était-il pas plus simple de dire à un moment donné, ou peut-être allez-vous le dire un jour, il faut que l'âge de départ à la retraite passe à 65 ans? Mais l'enjeu essentiel aujourd'hui, ça serait déjà que l'âge réel de la retraite en France soit à 60 ans. Mais on ne part pas à la retraite à 60 ans. On part à la retraite... D'ailleurs, il y a 3 salariés sur 10 qui travaillent à 55 ans. C'est-à-dire que tous les autres sont déjà arrêtés. Si voilà pourquoi la priorité des priorités, et nous sommes d'accord avec les partenaires sociaux, c'est un consensus national, c'est l'emploi des seniors. Voilà pourquoi, avec Laurent Wauquiez aujourd'hui et avec André Santini, la plupart des discussions ont tourné sur cette mobilisation sur l'emploi des seniors. Sauf qu'aujourd'hui, il faut passer au concret, aux travaux pratiques. Les patrons vont être taxés s'ils ne font pas des efforts. Est-ce que le MEDEF joue le jeu? Alors, le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, nous a dit qu'il allait jouer le jeu, mais j'en veux plus. Nous en voulons plus. Déjà, la première des choses, il faut donner envie aux salariés de continuer à rester en activité. Ce qui veut dire, par exemple, que nous allons mettre en place au 1er janvier 2009 une nouvelle surcote. Si vous restez 1 an de plus en activité, vous aurez 5% de retraite en plus jusqu'à la fin de vos jours. 2 ans d'activité en plus, 10% de retraite jusqu'à la fin de vos jours. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un peu plus de souplesse dans le cumul, par exemple, travail, emploi et retraite? Deuxième proposition que nous avons faite, c'est que le cumul emploi-retraite aujourd'hui, c'est souhaité par les salariés et ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que c'était compliqué. Il y avait des plafonds qu'il ne fallait pas dépasser. Il fallait attendre 6 mois pour reprendre une activité. Là, les choses seront beaucoup plus simples. Nous garantissons, nous, un minimum de retraite, vous l'avez rappelé, 85% du SMIC. Nous augmentons le minimum vieillesse, nous augmentons les pensions de réversion, mais nous donnons le choix aux salariés. Et ensuite, ce que nous voulons mettre en place avec Laurent Wauquiez, c'est un plan d'action pour les seniors dans les entreprises. Améliorer la formation. Aujourd'hui, passé 45 ans, on ne vous propose presque plus de formation. Et les salariés se disent bien, et si on ne les forme pas, c'est qu'on ne compte pas sur eux jusqu'à la retraite. Il faut changer ses habitudes, changer ses comportements, et les entreprises également vont devoir améliorer les conditions de travail. Et si elles ne jouent pas le jeu, si les entreprises ne jouent pas le jeu, nous allons mettre en place une cotisation retraite pour les entreprises supplémentaire dès 2010. Mais les syndicats nous l'ont dit aussi. Ce qu'ils recherchent, ce ne sont pas des mesures spectaculaires, ce sont des mesures efficaces pour que très rapidement on puisse améliorer le taux d'emploi des seniors. Ils sont aussi très sensibles à la question de la pénibilité, qui ne figurait pas vraiment dans le dossier. Elle va revenir. Pourquoi? Parce qu'ils discutent entre eux, entre les syndicats et le patronat. Bon, franchement, les négociations sur la pénibilité, ça fait 3 ans que ça dure, ça a assez duré. Le mois prochain, il y a une réunion, soit ils se mettent d'accord, tant mieux. S'ils ne se mettent pas d'accord, le gouvernement va intervenir avec les partenaires sociaux, mais pour compenser, pour payer la pénibilité, il ne faudra pas compter sur la seule solidarité nationale. Les entreprises devront le faire également, parce que nous avons aujourd'hui un vrai scandale en France. Il y a 7 ans de différence d'espérance de vie. Entre un ouvrier et un cadre supérieur, ça ne peut pas durer. Il y a des métiers pénibles, il faut le reconnaître, et il faut compenser cette pénibilité. Mais nous avons le sentiment aujourd'hui qu'avec des mesures courageuses, l'allongement de la durée de cotisation, nous sommes à même d'apporter des garanties aux Français sur l'avenir de leur retraite, parce que si on ne fait rien en 2012, vous avez 11 milliards d'euros de déficit. Ça veut dire qu'une retraite sur 10 n'est pas financée. Et nous voulons financer toutes les retraites sans exception. Merci Xavier Bertrand d'être venu nous voir ce soir.
En économie encore, le gouvernement présente sa loi sur la modernisation pour encourager la concurrence et faire baisser les prix. Parmi les dispositions phares, de nouvelles règles sur l'implantation des grandes surfaces et la liberté de négocier les prix entre fournisseurs et distributeurs. Explication Romain Messi et Philippe Turpot. Les grandes surfaces la réclamaient depuis des années, la libre négociation des prix avec les industriels. Jusqu'à présent, les producteurs imposaient leurs tarifs à tous les hypermarchés. Dorénavant, ces derniers pourront négocier et faire jouer la concurrence. Mécaniquement, les prix devraient baisser. Je pense que le potentiel de baisse est proche de 3%. Je raisonne en moyenne, ce qui veut dire que ça pourra se traduire par 0 sur certaines catégories de produits et peut-être 7 à 8 sur d'autres. On jugera en fonction de l'usage quotidien et du besoin des gens. Mais avec la libre négociation, les petits producteurs craignent de subir la loi des grandes enseignes. C'est comme si nous, si j'arrive chez EDF aujourd'hui, que je dis écoutez le prix que vous me vendez l'électricité, il me va pas, je vous le prends 20% moins cher, et qu'EDF me dise d'accord. Donc c'est exactement la même situation vis-à-vis des distributeurs. Autre mesure du projet de loi, favoriser l'implantation commerciale. Concrètement, les enseignes de moins de 1000 mètres carrés n'auront plus besoin d'autorisation pour voir le jour. Résultat, les magasins hard discount devraient se multiplier dans l'Hexagone. C'est pour le gouvernement le meilleur moyen de faire baisser les prix. Et on vient de l'entendre, pour certains petits producteurs, la crainte est grande de se voir désormais imposer des prix par la grande distribution. Ils redoutent de perdre leur liberté. Exemple dans une charcuterie industrielle de Rhône-Alpes. Reportage Valérie Lerouge et Thomas Donzel. Pour le patron de cette charcuterie, cette fois la ficelle est un peu grosse. Bernard Gault est excédé par ces lois qui se succèdent, donnant toujours plus de pouvoir à la grande distribution. Il vend 30% de ses saucissons aux hypermarchés et jusqu'à maintenant le rapport de force lui semblait équilibré. Les distributeurs n'avaient pas le droit de discuter ses prix. La loi jusqu'à présent permettait aux fournisseurs de fixer son tarif. Et si je prends un produit comme celui-ci, c'est un produit que nous vendions à notre client environ 10 €. Non négociable. Non négociable. Aujourd'hui, toute négociation est ouverte sans contrepartie. Car si Carrefour, Auchan ou Casino n'avaient pas le droit de discuter les prix, ils pouvaient obtenir une ristourne sur ces saucissons en s'engageant à en vendre plus et à répercuter la promotion à leurs clients. Mais tout était écrit noir sur blanc sur un contrat. Nous avions l'assurance que l'effort promotionnel que nous faisions était répercuté aux consommateurs. Demain matin, ce contrat n'est plus obligatoire. Objectif de la loi, faire baisser les prix dans les chariots de supermarché. Mais le risque, c'est que ces petites charcuteries n'arrivent pas à s'aligner et à rivaliser avec les géants du secteur. Des produits de certaines PME pourraient alors disparaître des rayons, un phénomène déjà constaté à l'étranger. Dans un supermarché anglais maintenant, vous avez une marque internationale et une marque d'enseigne, c'est tout. Et le choix est extraordinairement réduit. Les fournisseurs des supermarchés sont donc bien déterminés à faire modifier le projet de loi pour qu'il leur soit davantage favorable et pour préserver la diversité sur les étals. C'est une nouvelle affaire de chauffeur de bus conduisant en état d'ivresse qui a surpris la gendarmerie près de La Rochelle. Âgé de 51 ans, le conducteur présentait 3,5 grammes d'alcool dans le sang. Il a été intercepté par les gendarmes, prévenu par un appel téléphonique d'un des 22 adolescents qu'il conduisait. François Privat et Antoine Morel. Au volant d'un autocar avec 3,42 g d'alcool par litre de sang. Samedi dernier vers 13 h, le comportement d'un chauffeur d'une ligne scolaire des environs de La Rochelle va pousser l'une de ses jeunes passagères apeurée à alerter sa mère via son téléphone portable. Celle-ci prévient alors les gendarmes. Le chauffeur était bourré et voilà, il s'est pris quelques trottoirs, il roulait très lentement, on se demandait ce qui se passait et voilà. Il est rentré dans une maison, il a cassé son rétro droit. Il est descendu de son bus pour constater les dégâts, il titubait complètement, donc on est descendu tout de suite et il est reparti tout seul, il n'y avait plus personne dans le bus. Gendarmerie, bonjour. L'appel de détresse est rapidement relayé sur le terrain. En moins de 30 minutes, les gendarmes interceptent le car et son chauffeur ivre, employé par sa société depuis une trentaine d'années. Pour autant, ça reste une infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d'autrui, il appartient au procureur de la République de qualifier les faits, et en l'occurrence, il ne l'a pas encore fait dans ce sens. En clair, aucune faute reprochée vis-à-vis de la sécurité des voyageurs. Le transporteur qui emploie le chauffeur reconnaît ne disposer d'aucun moyen de contrôle au moment de la prise de service de ses conducteurs. Vos véhicules ne sont pas équipés d'éthylotests électroniques qui empêchent le démarrage? Non. Rien n'oblige à ça?
Non. Seule réglementation propre aux chauffeurs de transport en commun, leur taux d'alcool dans le sang ne doit pas dépasser les 0,20 g par litre au lieu de 0,5 g pour les autres conducteurs. Au premier jour du procès devant les assises de Julien Carillo, qui en mai 2006 à Eyguières avait enlevé et tué Madison, 5 ans, l'auteur n'a pas pu expliquer son geste devant les parents désespérés. La disparition de la petite fille avait suscité une très vive émotion dans ce bourg de 5000 habitants. Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. Un éprouvant face-à-face. Sur le banc des parties civiles, le père de Madison ne lâche pas du regard le meurtrier présumé de sa fille. Dans le box, Julien Carillo, 28 ans, l'air apeuré mais en même temps d'une froideur extrême. Aux questions du président qui lui demande les raisons de son geste, la réponse est toujours la même. Je sais que je dois une explication, mais je n'en ai pas. Pour les parents de la fillette, l'audience est de plus en plus pénible. Au plus on rentre dans l'affaire, au plus on rentre dans les détails, au plus pour nous parents c'est dur. On ne peut pas avoir le sentiment pour une personne comme ça. Il n'y a pas le sentiment humain assez fort pour aller contrôler. Madison, 5 ans, avait disparu du domicile de sa mère le 6 mai 2006. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé dans la chambre de Julien Carillo. Après avoir tenté de se suicider, le jeune homme qui connaissait la mère de l'enfant passe aux aveux, parlant de coups de folie, de panique. Une attitude qui va jusqu'à écœurer son propre père. Au début, j'avais la haine. Mais bon, après, c'est mon fils, quand il m'écrivait et tout, qu'il était dans des armoires et tout, on est là quand même, il faut le soutenir, mais bon, c'est un geste, je ne parlerai jamais ça. Il reste 3 jours de débat pour tenter d'approcher la vérité et faire détailler à Carillo son emploi du temps entre l'enlèvement de Madison et le moment où il l'aurait étouffé à son domicile. Après la mise en examen du maniaque sexuel récidiviste Bruno Chollet, 51 ans, mis en examen pour le meurtre de l'étudiante suédoise retrouvée en forêt de Chantilly, la question de la gestion des fichiers des délinquants sexuels est désormais posée, puisque, en dépit de plusieurs condamnations, l'empreinte génétique du meurtrier présumé ne figurait pas dans ce fichier créé par la loi de 1998. Les explications d'Amaury Guibert et Dominique Bonnet. Bruno Chollet, le meurtrier présumé de la jeune Suédoise, quitte le palais de justice de Paris hier soir. Il vient d'être placé en détention, poursuivi notamment pour enlèvement et séquestration suivi de mort, le tout en récidive légale. Plusieurs fois condamné, Bruno Chollet ne figurait pourtant pas au fichier des empreintes génétiques. Son ADN avait été prélevé en 2005 après un braquage, mais il ne fut jamais enregistré. Je demandais effectivement qu'on puisse me dire comment il se faisait, qu'il n'y avait pas eu cette empreinte génétique qui ait été relevée. Créé en 1998, le fichier des empreintes génétiques s'enrichit chaque mois de 30 000 nouveaux profils. Et il faut parfois plus d'1 an entre le prélèvement d'un ADN et son inscription dans la base de données. Le fichier national des empreintes génétiques est un peu en quelque sorte victime de son succès, puisqu'il comptait 4000 personnes répertoriées fin 2002 et que nous en sommes aujourd'hui, à fin mars 2008, à plus de 716 000 personnes répertoriées dans ce fichier. Bruno Chollet figurait en revanche bien au fichier des crimes sexuels, mais son dossier était incomplet. L'adresse de son domicile n'était pas la bonne, et cela a compliqué la tâche des enquêteurs. Dans cette affaire, les bases de données ne leur ont été d'aucun secours. En Chine, 2 trains sont entrés en collision dans l'est du pays, tuant 70 personnes et en blessant 420. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires que connu le pays. Parmi les blessés se trouvent 4 Français. Claude Sampère. Un choc à pleine vitesse au milieu de la nuit, entre 2 trains de voyageurs. Très vite, des centaines de militaires viennent participer aux opérations de secours. Mais leur travail est difficile, la collision était très violente. D'après les premiers éléments d'enquête, le premier train aurait déraillé et il aurait ensuite coupé la voie du deuxième train. La collision était inévitable. On était tous en train de dormir. Soudain, il y a eu un bruit terrible. Par chance, j'ai pu m'échapper. Le premier train assurait le trajet entre Pékin et Qingdao, le port qui accueillera cet été les compétitions olympiques de voile. Les autorités suivent donc de très près l'enquête sur cet accident. Le bilan est lourd, 70 morts, plus de 400 blessés. Parmi eux, 4 Français, dont 1 grièvement touché. Cet accident est l'un des plus graves que la Chine ait jamais connu. La flamme olympique a traversé la capitale de la Corée du Nord sans aucune difficulté. Après un périple mondial marqué par de nombreux incidents, le régime de Pyongyang, proche allié de Pékin, s'est fait fort de montrer qu'au pays de la dictature communiste, les manifestations étaient parfaitement réglées.
Le président Nicolas Sarkozy s'est rendu aujourd'hui en Tunisie pour une visite de 48 heures accompagné de son épouse Carla. Il a été reçu par le président Ben Ali. Au programme, la coopération pour le nucléaire civil, le projet d'union pour la Méditerranée, mais aussi les droits de l'homme. Sur place, Renaud Bernard et Alain Dubas. En 21 ans, c'est déjà le 3e président français qui l'accueille. Zine El Abidine Ben Ali, ancien général, arrivé au pouvoir après avoir écarté son prédécesseur. 4 fois réélu et toujours avec plus de 90% des suffrages, il règne sur un État policier. La Tunisie compte un uniforme pour 73 habitants, c'est 4 fois plus qu'en France. Pour avoir dénoncé ce système, ce magistrat a été révoqué et il s'est vu confisquer son passeport. C'est un système qui ne supporte pas un avis contraire, qui ne supporte pas le moindre critique, qui veut vivre seul dans ce pays. Mais on a une voix à exprimer. Mortar Yayaoui se dit harcelé, surveillé, écouté au téléphone, la maison serait truffée de micros. On a commencé à me passer en téléphone les conversations qui se déroulent chez moi. Ce n'est pas seulement dans une chambre, dans toute la maison. Chaque fois, on me dit, voilà, on est en train de vous écouter. Autre exemple, ce responsable syndical et ses collègues disent avoir été battus par la police lors d'une manifestation pour l'emploi. Pour avoir récupéré ces images tournées par la Ligue tunisienne des droits de l'homme, nous avons été menacés d'expulsion. Face aux doléances des défenseurs des droits de l'homme, le régime tunisien brandit le spectre de l'islamisme radical. Surveiller la société, c'est selon lui le meilleur moyen de garantir sa modernisation. La Tunisie a fait des progrès énormes dans le domaine des droits de l'homme par des réformes un mouvement de réformes ininterrompu dans tous les domaines. Maintenant, le pluralisme en Tunisie est une réalité. Face à ses détracteurs, Tunis affiche aussi ses performances économiques. Elles sont fortes, près de 6% de croissance l'année dernière. Officiellement pour Paris, la question des droits de l'homme en Tunisie n'est pas un sujet tabou. Mais il n'est absolument pas garanti que le général-président Ben Ali entende ce message. En Inde, après l'invention du microcrédit qui a permis à des milliers de foyers de sortir de la misère, voici la création d'écoles de commerce pour femmes illettrées. C'est un bus qui se déplace de village en village pour donner des cours de comptabilité ou de marketing. Une chance pour améliorer la vie de ces femmes isolées de tout. Reportage Arnaud Miguet et Fabrice Launay. Voilà une curiosité qui n'aura échappé à personne, surtout pas à ces petits Indiens. Pourtant, ce bus qui circule dans les endroits les plus reculés du pays est interdit aux enfants et aux hommes. Réservé aux femmes, illettrées pour la plupart, ce bus est en fait une école de commerce itinérante, une vraie. Aujourd'hui, cours d'informatique avec professeurs. La semaine dernière, c'était du marketing et celle d'avant, de la comptabilité. Dans les villages, on se marie très jeune et on ne peut pas partir de chez nous. Cette école est extraordinaire, on apprend l'informatique, la couture, tout ça pour une somme modique. On économise même car cette école vient à nous, ça nous réduit les coûts. Il faut aller prendre le thé pour rencontrer un pur produit de cette école de commerce. Baina Bai Sagar, 42 ans, a monté sa propre entreprise après son diplôme en gestion. Grâce à ses études, dans ce monde économique dominé par les hommes, elle gagne aujourd'hui sa vie et arrive même à mettre de l'argent de côté. J'ai eu l'idée de cette affaire en faisant mes études. Je sais maintenant répartir mes dépenses, combien acheter de sucre ou de thé et comment gérer mes profits. Au siège de l'école qui a ouvert ses portes l'année dernière, elles sont 350 à avoir complété leurs études. Les frais d'inscription varient entre 3 et 11 euros selon les cycles, mais à la clé il y a un diplôme et une carrière devant elles. Cette école de commerce est là pour que ces femmes deviennent des entrepreneurs qui réussissent. Dans cette région de l'ouest de l'Inde, pas moins de 60% des filles ne vont pas au bout de leur scolarité. Pour la plupart, elles sont donc condamnées au chômage ou à des tâches subalternes. Dans le nord de l'Europe, les habitants sont très sensibles à l'environnement et au changement climatique. Aujourd'hui, plusieurs maisons dites passives permettent d'économiser l'énergie. L'idée née en Allemagne est aussi développée en Belgique. Une maison apparemment traditionnelle est en réalité totalement hermétique et sans chauffage. L'air y est renouvelé et réchauffé par un système d'aération très sophistiqué. Explications et reportages, Elsa Palot et Dominique Mas. Un petit matin d'avril, 2 degrés,
Et au milieu des Ardennes belges, une maison sans chauffage. Pourtant, à l'intérieur, il fait plus de 20 degrés dans toutes les pièces et en permanence. Comme j'ai une bonne température tout le temps, quand je vais au lit, j'ai la bonne température. Je ne me faut pas une demi-heure pour me réchauffer, toute recroquevillée dans mon lit. Tout de suite, c'est instantané, quoi. C'est un confort. C'est très difficile à expliquer. Le principe est simple, le soleil et les activités humaines génèrent de la chaleur qui ne s'échappe pas de cette maison quasiment hermétique. Triple vitrage, mur de 39 cm composé de plusieurs isolants naturels et bien sûr une ventilation intelligente pour éviter l'effet bocal. Alors ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'en fait on va évacuer l'air vicié, mais on ne va pas perdre la chaleur. La chaleur, elle va retourner dans la maison. Évidemment, tout cela a un coût. 300 000 € pour cette maison, soit 10 à 15% plus cher qu'une construction traditionnelle. Dans une maison passive, il y aura quand même pas mal d'heures d'ingénieurs qui seront pour la conception et le contrôle et le dimensionnement des parois. Malgré cela, le concept séduit de plus en plus. Une fois par mois, des visiteurs font plusieurs centaines de kilomètres pour juger sur pièce cette maison passive. Si on ouvre nos portes, c'est pour essaimer, c'est pour essayer que la Bien sûr, ils veulent tous préserver l'environnement, mais aussi faire des économies à long terme. Le mazout a déjà un certain prix maintenant. Je pense que dans 5 ou 10 ans, ça sera doublé, triplé. Et les chiffres ont de quoi convaincre. Pour cette maison de 200 mètres carrés, la famille Thiémard dépense en moyenne 57 € par mois, toutes énergies confondues. Pour réduire le nombre d'accidents de la route, les constructeurs automobiles aujourd'hui font des efforts afin d'éviter les erreurs humaines responsables de 80% des accidents. De nouveaux équipements de sécurité sont embarqués pour le freinage ou pour la protection des passagers en cas de choc. Reportage Diego Garcia et Frédéric Faure. C'est l'un des cauchemars des automobilistes. Une route étroite et une porte qui s'ouvre. Partagés entre l'herbe et le bitume, les pneus n'adhèrent pas de la même façon. C'est un freinage dissymétrique. Le système SSP agit sur la direction pour corriger la trajectoire. Le système SSP, lui, donne cette impulsion au volant, tourne lui-même légèrement les roues sur la droite, de manière à donner l'intuition au conducteur pour qu'il ait le bon feeling pour faire les bons gestes au bon moment. Sans ce système, la voiture aurait pu partir en tête à queue. On pourrait retrouver ce procédé dès cette année sur bon nombre de véhicules. Autre constructeur, et une voiture qui ne manque pas de réactivité, avec ses 4 roues directrices. C'est le système Active Drive que nous propose Renault. En clair, lorsque vous tournez le volant, les 4 roues suivent le mouvement. La tenue de route est forcément meilleure, la stabilité est plus grande, notamment dans une situation d'urgence, et donc ça aide mieux à garder le contrôle de sa voiture quand on est dans une position délicate. Autre avantage, en ville, elle se comporte comme une petite voiture, avec un rayon de braquage diminué de 10%. Chez Mercedes, un peu de clairvoyance avec les phares intelligents. Le système associe des phares directionnels et des lumières additionnelles qui s'allument en fonction de l'angle du virage et de la vitesse. Concrètement, lorsque vous roulez à moins de 40 km/h, le faisceau lumineux est plus large pour éclairer les trottoirs ou les bas-côtés. Et quand la vitesse augmente, le faisceau lumineux diminue, mais il éclaire bien plus loin, jusqu'à 120 mètres. Enfin, chez Volvo, idéal pour les conducteurs étourdis, le City Safety. En cas d'embouteillage, la voiture freine d'elle-même pour ne pas heurter le véhicule qui la précède. D'après les statistiques, la plupart des collisions entre automobiles se passent en ville, à des vitesses inférieures à 30 km/h. En France, les enfants de 7 à 12 ans pourront bénéficier de cours de natation gratuits. Une enquête récente montre qu'à l'entrée en 6e, la moitié des enfants ne savent pas nager. Le nouveau secrétaire d'État au sport, Bernard Laporte, considère que c'est un savoir de base, comme la lecture et l'écriture. Reportage Marianne Mas et Dominique Mas. Eh bien oui, il faut se régaler dans l'eau, hein, d'accord. Ouais, vous vous amusez bien? Alain Bernard, dans la peau du maître nageur, la star des bassins, est venu ce matin faire partager sa passion aux plus jeunes. Lui aussi, à 5 ans, avait peur de mettre la tête sous l'eau. Un enfant qui rentre par exemple chez nous en 6e, il y en a 1 sur 2 qui sait nager. Il faut savoir qu'en Australie, ils savent tous faire, au même âge, ils savent tous faire en 400 mètres 4 nages. Il faut remédier à ça. T'as appris à nager comment? Chez mon papy, dans sa piscine. Je sais pas trop, je sais que je suis allée dans l'eau, enfin j'ai fait les bébés nageurs. Maintenant on se met sur le dos. Apprivoiser sa peur, maîtriser les réflexes qui permettent de pratiquer un sport aquatique en sécurité, c'est l'enjeu de cette opération voulue par Bernard Laporte.
Dès cet été, entre 5 et 10 000 enfants devraient bénéficier de séances gratuites. Moi je dis que savoir nager, c'est comme savoir lire et c'est comme savoir écrire. C'est un devoir de base. D'abord pour un problème de sécurité, c'est aussi simple que cela. Ça c'est la première des choses. De plaisir ensuite, mais d'abord de sécurité. Donc je crois qu'il faut l'imposer. Un message de prévention relayé au bord du bassin par une autre championne. C'est vraiment important pour chaque enfant. Après, s'il veut continuer dans la compétition, il fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment par mesure de sécurité qu'il faut leur apprendre. Ouais. Et l'objectif est ambitieux, qu'à l'horizon 2012, tous les enfants sachent nager à leur entrée en collège. Direction maintenant les Folies Bergères. Une autre forme de bain va démarrer dans quelques instants. Les baignoires, c'est-à-dire ces loges sur le côté de la Seine, sont pleines avant les 3 coups de la soirée des Molières, animée par Karine Le Marchand et présidée par Barbara Schulz et Clovis Cornillac. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le théâtre, j'allais vous demander, est-ce que c'est un passage obligatoire pour tout acteur? Oui. C'est terrible, vous savez, parce que il y a plein de gens devant nous qui nous regardent et ils n'entendent pas vos questions, donc ça fait très étrange. Ah oui, c'est pas très intime, pour moi, en tout cas, le théâtre, c'était la base et j'avais l'impression que c'était une forme, que c'était la base, que je pouvais pas faire ce métier sans aller sur les planches, sans ressentir cette émotion-là. Clovis, moi, je ne parlerai pas parce qu'ils écoutent tous. Mais c'est forcément un sentiment que vous partagez. D'ailleurs, vous êtes sélectionné dans la catégorie meilleur comédien et vous êtes en compétition, si je puis dire, avec Michel Galabru, ce qui n'est pas rien. Oh bah non, c'est plutôt, c'est pas rien, c'est plutôt flatteur. Et puis, enfin, très sincèrement, non, et je vous jure, c'est gênant. Hein, il y a beaucoup de monde qui me regarde et qui m'écoute. Mais très sincèrement, la personne que vous venez de nommer, je lui souhaite très sincèrement d'obtenir cette récompense. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ici, personne ne sait de qui on parle. Oui, mais justement, ça leur fera la surprise tout à l'heure. Eh ben voilà. Alors, je signale d'ailleurs, pour ceux qui ne nous entendent pas et qui sont dans le théâtre, qu'au fur et à mesure de cette conversation, on voit rentrer les invités. Puis-je vous demander, par exemple, Barbara, comment donc les gens qui regardent la télé voient quand même qu'on n'est pas seul et qu'on est un peu ridicule. Voilà, tout à fait. Ils ont absolument conscience de la difficulté de l'exercice auquel vous vous livrez. Barbara, comment avez-vous préparé cette nuit de présidence et de présentation? J'ai écrit un petit discours. J'ai essayé de faire un peu nouveau. On va voir comment ça va être perçu dans quelques instants. Voilà. Vous avez donc rédigé vos textes, vous aussi hein, voilà. Vous aussi, Clovis, vous avez travaillé les textes? Non, moi, j'ai pas travaillé. En fait, dès que j'ai compris que Barbara travaillait très bien, je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus agréable de voir une jolie jeune femme parler qu'un type comme moi. Donc je vais l'accompagner et lui tenir la robe. Bon, le mieux possible. Ça me semble être en effet une option qui se défend. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de répondre en direct et devant ce nombreux public à nos questions. Et bon courage pour la soirée. On vous retrouve tout de suite après cette édition. Football, bonne opération pour l'OM. Hier soir contre Monaco, les Marseillais se sont imposés 3-2 dans la principauté. Match à rebondissement. Marseille a d'abord mené au score grâce notamment à Samir Nasri. Monaco a bien cru tenir le match nul après ce joli lob du Croate-Leco. Mais en toute fin de match, c'est Djibril Cissé qui permet à l'OM d'arracher la victoire et de remonter à la 3e place du classement. Sport toujours, cette image impressionnante sur le circuit de Monza en Italie. Le Coraggio Orkea de Stéphane Ortelli s'est littéralement envolé au tonneau vrillant tout genre et une peur légitime pour l'état du pilote, tant jugé par celui de la voiture qui a fini sa course dans le rail de sécurité complètement détruite. Vous voyez, l'autre pilote a vu passer la voiture très très près et le conducteur s'en est sorti avec une simple blessure à la cheville. On a appris hier la disparition de notre collègue et ami Christian Bridou qui est décédé ce week-end à l'âge de 55 ans d'une crise cardiaque. Nos pensées vont à son épouse, à sa fille de 25 ans, à toute sa famille. Et le personnel de France 2 s'associe à leur deuil et à leur tristesse. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Le père incestueux de 73 ans qui a séquestré sa fille pendant 24 ans dans sa cave en Autriche a reconnu l'avoir violée depuis l'âge de 11 ans, donnant naissance à 7 enfants. 3 d'entre eux ont vécu enfermés dans le sous-sol. 3 autres ont été adoptés par les parents.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo de Tania Young. 20h50, donc la 22e nuit des Molières présentée par Karine Le Marchand. Demain pour l'information, vous retrouverez Élise Lucet à 13h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Bonne soirée, au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.